Donc, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux. Et puis, il y a plein de gens qui arrivent, donc on va être nombreuses pour cette controverse sur la lucrativité, les limites à la lucrativité qu'on souhaite collectivement mettre sur les organisations qui seront financées par l'opération Milliard. Donc, moi, je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Violaine, déléguée générale de l'opération Milliard. Et cette controverse rentre dans le cadre de notre récit. Donc, on a commencé il y a de cela plusieurs mois et un groupe de travail bénévole dont je vois certaines têtes ici a mené 58 auditions l'été dernier de différentes personnalités. Et derrière, il y a aussi des personnes qui été auditionnés qui sont là et je vous en remercie, pour leur poser un ensemble de questions et notamment parmi les questions figurées dans certaines auditions, quelles limites devons-nous mettre collectivement à la lucrativité des organisations financées? Et un rapport, un récit à partir de ces auditions est en train d'être rédigé qui va faire son cheminement. Il y a un ensemble de 4 controverses au sein de ce récit. Et la lucrativité des organisations financées est la première controverse qu'on souhaite traiter comme une controverse, parce que même au sein des auditions, bien évidemment, tout le monde n'avait pas forcément le même point de vue. Donc, la session aujourd'hui, qui est animée par l'Institut des futurs souhaitables, que je remercie par la même occasion, a un double objectif. Un, de pouvoir faire émerger les points de tension, mais aussi les points d'accord, vous verrez dans le processus qui va être le nôtre aujourd'hui, sur cette controverse. Et à la fin, on vous dira les prochaines étapes, mais le compte-rendu de cette controverse sera donné à notre conseil d'administration en fin de semaine. Donc, premier objectif, faire émerger les points de tension et les points d'accord. Deuxième objectif, comme c'est un sujet complexe et se dit un peu tout et n'importe quoi sur le sujet, c'est aussi de pouvoir avoir une base commune de connaissances au sein de l'opération Milliard pour les adhérents et adhérentes que nous sommes. Et donc, d'équiper chacune avec les arguments, faits, connaissances qui vont nous permettre individuellement de nous forger une opinion sur le sujet. Et je rappelle une dernière chose avant de laisser la parole à Jean-Luc, qu'aujourd'hui, on discute des limites à mettre à la lucrativité dans le cadre des financements de l'opération Milliard. Donc ce milliard, on souhaite qu'il aille à qui en priorité. On ne discute pas dans la vie de manière générale, quel statut doivent avoir les organisations et quelle lucrativité. Voilà, c'est vraiment dans le cadre de ce premier milliard pour lequel nous sommes en train de travailler. Et je laisse la parole à Jean-Luc et vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter s'il y a des soucis. Voilà. Et je vois que vous avez tous les micros coupés, donc parfait. Merci. Merci Violaine, bonjour à toutes et à tous. Donc il y a quelques têtes connues, ça fait plaisir de vous retrouver. Et puis il y a plein de têtes inconnues, donc bah, voilà, enchanté. Donc moi je suis donc Jean-Luc Verroux, je suis le directeur général de l'Institut des futurs souhaitables. Et le champ enfin, les controverses, c'est pour moi un champ à la fois de recherche et de pratique depuis 10 ans maintenant. Et pour faire le lien, à l'Institut, donc on propose des formations pour aider celles et ceux qui le souhaitent à construire leur futur souhaitable. Et il ne vous aura pas échappé que quand on parle d'Institut des futurs souhaitables, on met un pluriel, à la fois pour éviter les dogmes et aussi parce que de notre point de vue, enfin c'est une évidence, mais tout projet, quel qu'il soit, de futur souhaitable, doit nécessairement intégrer le fait que nous devrons vivre avec d'autres. Et je vais être encore plus précis, c'est nous devons vivre toujours plus proches des autres. Et quand je dis ça, c'est ni une croyance ni du militantisme, c'est juste un principe de réalité. Moi, j'ai 58 ans. Quand je suis né, on était 3 milliards d'êtres humains sur la planète. Aujourd'hui, on est plus de 8 milliards et on nous annonce entre 10 et 11 à à l'horizon de 2050. Alors même que la surface de la planète, elle ne grossit pas à due proportion. Donc ça veut bien dire que physiquement, on va devoir vivre toujours plus proche des autres avec ces autres qui sont différents de moi, donc qui ne pensent pas forcément comme moi, voire même parfois qui ont cette insolence de penser à l'opposé, voire en contradiction avec ce que moi je pense. Et donc, pour construire des futurs souhaitables, dans notre démarche à l'Institut, il y a cette nécessité qui est de apprendre ou de réapprendre à mieux gérer nos différences et par voie de conséquence nos désaccords. Et je ne sais pas si Patrick Vivray est là dans la mosaïque, mais je lui fais un salut chaleureux parce que ça aura été une de mes inspirations importantes sur le travail que je conduis depuis 10 ans. Alors en général, là, vous venez à un débat qui est présenté comme une controverse.
Et donc, quand on va assister à un débat contradictoire, qu'il soit présenté comme controverse, comme face à face, dans les médias, on parle de duel ou etc., que ce soit dans les médias, des débats politiques ou sur dans les collectivités territoriales, on s'attend à une confrontation. Confrontation d'idées, dans le meilleur des cas, parfois de personnes, voire même d'ego. Et en général, quand on en est là, ça dérive et on n'en sort pas tellement enrichi. Dans les controverses qu'on appelle à l'Institut les controverses d'utilité publique, on a deux intervenants aussi. Aujourd'hui, ce sont deux intervenantes qui effectivement portent des opinions, des propositions qui sont opposées, pas toujours, contradictoires, on va le voir. Et donc, je reformulerai moi les objectifs qu'on se donne quand on fait à l'Institut des controverses. On en a deux qui sont complémentaires et qui rejoignent ceux posés par Violaine. Le premier, c'est de vous aider à rentrer par ce format-là dans la complexité d'un sujet et donc à dépasser une première représentation spontanée que l'on peut avoir sur une question. Souvent, question d'ailleurs posée de manière un peu simpliste et provocatrice au démarrage, pas toujours. Et puis, deuxième objectif, c'est de faire ensemble l'expérience d'un débat contradictoire, de nos désaccords. Et je voudrais souligner le fait que pour nous, la controverse, elle peut se situer à trois niveaux. Un premier niveau, évidemment, on va donner très vite la parole à Léa et à Chantal, et donc vous allez voir qu'elles ne sont pas d'accord. En tous les cas, pas surtout. Et donc, il y a controverse entre les deux. Deuxième niveau de la controverse, on peut imaginer que dans la mosaïque qui est présente aujourd'hui, mais quand vous serez réunis, on vous demandera votre avis en AG ou je ne sais plus dans quelle instance, eh bien, dans votre collectif, il y a du désaccord. Deuxième niveau de la controverse. Ce qu'on aime bien aller chercher, et c'est là-dessus que j'ai envie d'attirer votre attention, c'est que peut-être aussi que la controverse, elle se niche à un endroit un petit peu plus subtil qui est en chacun et en chacune d'entre nous. Je peux à la fois avoir une opinion et en même temps, une partie de moi est sensible à des éléments d'argumentation qui sont proposés par le porteur de l'autre opinion. Pour prendre mon exemple, moi je suis convaincu de la nécessité de la décroissance. Et pour autant, c'est le même Jean-Luc Vérault pour lequel certains éléments des projets de décroissance me sont foncièrement insupportables. OK, est-ce que je peux identifier ce troisième et ressentir ce troisième niveau de controverse? On y reviendra tout à l'heure. Donc, quoi vous dire en intro? C'est à peu près tout. Je veux bien, Violaine, si tu peux présenter le slide. Donc, pour vous dire comment on a prévu cette heure et demie que l'on va passer ensemble. Donc, la controverse, on l'a d'abord une heure et demie, je tiens à le souligner. C'est extrêmement raide pour moi d'animer une controverse dans ce temps-là. Vous allez voir, ça va filer à une vitesse de dingue. Et donc, d'ores et déjà, vous allez voir qu'on a cadencé les choses. Et je le redirai, mais on va s'efforcer d'être chacun dans nos prises de parole, d'être bref et synthétique. En trois temps, cette controverse, d'abord, on va vous proposer d'écouter nos intervenantes. Et pour moi, c'est extrêmement important. La controverse d'utilité publique vient aussi chercher notre capacité d'écoute, quand bien même par moments ce qu'on nous dit, ça nous agace. Et donc, dans un premier temps, chacune de nos intervenantes aura un espace où elle sait qu'elle pourra développer sa pensée sans être interrompue ni par l'autre débatteuse, ni par moi, ni par vous. Ce sera séquencé elles auront chacune 2 fois 5 minutes, donc ce sera très court, mais dans ce temps-là, elles pourront développer leur argumentation. Ensuite, on ouvrira un temps d'échange avec vous, 35 minutes de questions, réactions, échanges, etc. Et enfin, on aura un petit temps de débrief, je ne vous en dis pas plus, pour vous réserver la surprise à ce moment-là. Qu'est-ce que j'avais à vous dire avant de démarrer? Toc, toc, toc. Oui, et donc avant de leur donner la parole, et parce que nos controverses, elles se veulent avant tout extrêmement participatives, j'invite chacune et chacun d'entre vous, dans un premier temps, avant même d'écouter Léa et Chantal, à répondre à la question que l'on vous a affichée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la journée, à ce moment-là de votre réflexion, et donc avant même de questionner, et j'imagine que certains d'entre vous aimeraient pouvoir questionner les termes de la question, de quoi on parle quand on dit non lucratif, réservé, ça veut dire quoi, etc. Eh bien justement, avant de rentrer, de questionner la question, j'aimerais que vous vous positionniez individuellement, vous le notez sur un papier ou sur votre téléphone. Est-ce que vous pensez qu'il faut réserver les financements de l'opération Milliard aux organisations non lucratives, oui ou non, sur une échelle de 0 à 10? Si vous pensez que non, pas du tout, alors vous êtes plutôt du côté du 0. Si vous pensez que, bah oui, évidemment, qu'il faut réserver les financements aux organisations non lucratives,
alors vous êtes plutôt du côté du 10. Et si vous ne savez pas, pour les plus matheux de la bande, eh ben, entre 0 et 10, le milieu, c'est 5. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous ne savez pas. Et vous pouvez utiliser toutes les nuances. J'ai pas besoin de le voir, on n'a pas besoin de le voir dans le chat. Merci pour ceux qui étaient déjà là-dessus. Notez-le pour vous-même, comment vous vous positionnez. Et une fois que c'est fait, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour que vous vous notiez qu'est-ce qui est passé dans votre tête qui a conduit à ce positionnement. Si tu peux remettre, s'il te plaît, Violaine, le slide. Si vous vous êtes mis 3, pour vous, 3, c'est pas 2 et c'est pas 4. Qu'est-ce qui est rentré en ligne de compte en termes d'arguments, peut-être en termes de tension, qui vous a conduit à vous positionner 3? Et c'est pareil pour le 8. Si vous êtes mis 8, c'est pas 9 et c'est pas 7 pour vous. Qu'est-ce qui est rentré en ligne de compte? Et j'aimerais qu'on se donne 2 minutes et que vous jouez le jeu de vous noter ce qui conduit à votre positionnement. Ok, je considère que vous avez noté l'essentiel. Il y a forcément d'autres choses que vous auriez pu noter. Violaine, si tu peux mettre le slide, je vais passer donc la parole à Chantal et à Léa. Donc on a, merci à vous deux d'être là. Et pour expliquer à tout le monde, ce temps de 25 minutes où on va écouter Chantal et Léa. En fait, on va d'abord écouter Chantal, 5 minutes, puis on va écouter Léa, 5 minutes, puis on va réécouter Chantal, 5 minutes, et on va réécouter Léa, 5 minutes. Et après, on verra en fonction du temps qui nous reste. Et donc, Chantal, si tu veux bien commencer par nous dire à la fois d'où tu parles, donc qui tu es rapidement, et Ok, surtout, comment est-ce que toi, tu réponds à cette question? ok, je veux bien. Peut-être que si on enlève le slide, ça me permet de vous voir. Je veux bien aussi. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, ravi de revoir plein de visages que je connais. Je vais essayer de pas vous saouler. Moi, je réponds 9. Pour ceux qui me connaissent, vous n'allez pas être très étonnés. Pourquoi je pense que l'on doit réserver les fonds du milliard à ces organisations dites non lucratives? Tout simplement parce que c'est une histoire de cohérence avec la mission. Nos structures remplissent une mission d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on est quand même là pour apporter une réponse à des besoins pas couverts, mal couverts, ou en tout cas que la politique publique n'arrive pas à adresser. C'est quand même l'objet social hein, de nos organisations. Et clairement, pour donner un exemple simple, hein, en me présentant, j'ai 23 ans de portage d'entrepreneuriat social, notamment avec la fondation du projet Montmartre en l'an 2000, et que j'ai fait passer d'un niveau local à un niveau national. J'ai expérimenté pas mal de niveaux et de modèles, on va dire, économiques et de modèles d'organisation. Et ma conviction s'est forgée sur le fait que si on voulait être dans la justice sociale, environnementale, on devait bien réfléchir à pourquoi on faisait les choses et pour qui. Et quand on s'adresse à des publics qui sont souvent les oubliés de notre pays et qui n'ont pas accès à tout, clairement, on est obligé d'appliquer une certaine règle, notamment, exemple, Montmartre, accès à un service après l'école pour les enfants, forcément un tarif en dessous du coût de revient. Si j'appliquais le tarif réel sans même vouloir faire de bénéfices, je perdais 80% des familles qui pourtant avaient besoin, et c'était celles qui avaient le plus besoin de notre service. Installées dans les quartiers prioritaires, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc pour moi, c'est vraiment une histoire d'alignement entre ce qu'on sert, ce CEX, ce qu'on sert aussi, la vraie mission intégrée. Et j'ai souvent du mal à comprendre comment ça peut marcher avec un système marchand plus classique, qui va forcément être sur un champ concurrentiel avec l'achat soit au prix, donc souvent un service qui peut être dégradé parce qu'il faut aller vendre au bas prix et vendre peut-être pas très bien. Donc ça marche pas bien dans mon état d'esprit. Après, je me suis aussi posé la question de savoir qui avait besoin, en fait, qui avait le plus besoin de ce financement du milliard.
Donc, on parle de financement d'investissement, mais aussi de financement d'opérationnel, d'exploitation courante. Et clairement, je ressens vraiment le fait que les entreprises qui sont plus à but lucratif ont accès déjà à pas mal d'outils de financement. Il y a des tas de fonds d'investissement qui sont prêts à investir, qui cherchent des projets. Il y en a beaucoup partout. C'est un peu moins vrai pour des statuts plus associatifs où là, clairement, il faut aller chercher la finance solidaire, plus complexe en lecture de dossier parce que clairement, on ne peut pas garantir le rendement, ce qui est quand même le moteur de tout investisseur. On peut garantir de l'impact, donc on nous finance parce que et on remplit justement cette mission et qu'on fait transformer les choses d'un point de vue social et environnemental. Et donc clairement, je trouve que les entreprises à but non lucratif sont un peu moins outillées pour aller investir. On peut garantir qu'ils vont récupérer leur argent. Il n'y a pas vraiment plus de risques avec une association qu'une société de type peut-être même start-up. Mais pour autant, on est moins attractif. On vient moins vers nous. Et puis le dernier point de mon argumentation, je regarde le timing, je me dépêche, c'était aussi de se dire, il y a quand même une tendance à tout le temps vouloir financer de l'innovation, des nouveaux projets, etc., sans se soucier de cultiver le patrimoine de ce qui a déjà été fait. On a un certain nombre de structures qui font beaucoup, beaucoup de choses depuis des tas d'années, qui sont ancrées sur les territoires, qui ont fait leurs preuves, qui ont leur public, dont on n'a plus à démontrer l'efficacité et qui pour autant rament parce que aller chercher les 10 derniers pourcents, c'est 80% de nos années. J'ai fait un peu ce test auprès de tous les gens que je connaissais. J'arrive toujours à cette conclusion, c'est que c'est les 10 derniers pourcents qui sont compliqués. Donc pour moi, il y a des maisons hyper bien construites avec des belles fondations partout dans les organisations non lucratives, mais simplement souvent il manque le dernier toit, les dernières tuiles pour pas que ça prenne l'eau et qu'on puisse pérenniser et continuer à ancrer et capitaliser sur ce qui a déjà été semé et créé. Donc voilà à mon niveau les 3 points que j'avais envie de vous transmettre de par 23 ans de tâtonnement, de tentatives, d'échecs, de tout ça. Voilà. 3 points pour démarrer en pile 5 minutes. Chantal, je te remercie. Léa, alors à toi, d'abord, qui es-tu? Ton micro est coupé, n'oublie pas de le rallumer. Dis-nous d'où tu parles et puis comment est-ce que toi tu réponds à cette question? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Léa Zaslavski, je suis une des cofondatrices de l'écosystème Make Sense. Donc, je suis pas là pour défendre l'enrichissement personnel et le capitalisme. J'ai moi-même monté une association, mais là pour apporter une vision complémentaire, parce que quelque chose qui me porte par contre et qui a porté tout mon parcours, c'est la question des troisièmes voies. Et c'est comment on sort parfois des oppositions binaires entre non-profit, for-profit. C'est pour ça que moi j'ai été une grande défensrice de l'entrepreneuriat social, mais aussi par exemple dans la gouvernance entre le consensus ou le trait hiérarchique, avec comment dans Make Sense par exemple on a mis en place de l'autogestion, des organisations opales qui sont considérées comme une troisième voie. Et donc, pour justement voir comment on peut essayer de sortir de cette vision binaire, moi j'avais envie de revenir un petit peu à l'esprit de la loi EBSS. Pourquoi en 2014, dans la loi EBSS, on va introduire les SAS et donc complémenter cette vision de l'ESS qui était au départ uniquement des associations, fondations, coopératives et mutuelles. C'est pour pouvoir, permettre à des acteurs qui portent un certain nombre de valeurs portées par l'ESS, qui portent la volonté de construire une société qui est désirable, qui est durable, qui est inclusive, au cœur de leur projet. Sauf qu'ils le font avec un statut qui est différent. Mais ils vont le faire en s'assurant que la mission sociale est vraiment au centre du projet, que le partage du pouvoir est réel, que le partage de la richesse est réel également. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mot lucrativité ou lucrativité limitée n'apparaît pas dans la loi ESS. On parle justement de bénéfices qui doivent être majoritairement réinvestis. Violaine a repartagé la définition dans le chat. Donc moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que le statut ne fait pas la vertu. C'est important évidemment d'avoir des garde-fous. Pour autant, on peut avoir des associations qui sont censées être non lucratives, avec des écarts de salaire exorbitants et avec des dirigeants qui ont des très gros salaires. On peut avoir un partage du pouvoir dans certaines coopératives qui est discutable. Je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas l'idée de blâmer ici. Mais par exemple, si on prend le secteur des auxiliaires de vie, y a un grand nombre d'associations qui sont extrêmement tayloristes, qui ont des conditions de travail pour leurs salariés qui sont assez douteuses, alors que des entreprises comme Allenvie
qui sont ESUS, mais qui sont entreprises, ont proposé un autre modèle qui va redonner le pouvoir aux auxiliaires de vie, qui va redonner justement des conditions de travail qui soient dignes et qui va s'associer avec d'autres compétiteurs pour justement faire changer les standards de leur secteur. Et moi, je considère que ces acteurs-là, ils participent à la construction d'une société durable et inclusive et que c'est extrêmement important aussi de pouvoir les soutenir. Alors, est-ce que ça doit être l'objet du financement du milliard directement? Enfin, à voir. À l'envie, ils ont réussi à bien se débrouiller. Pour autant, il y a d'autres structures qui sont plus fragiles, qui sont en SAS et qui ont aussi ces besoins-là. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment pas uniquement le statut, mais quelles sont les valeurs qui sont portées par les dirigeants et les dirigeantes. Si on est animé, à mon sens, aujourd'hui par un enrichissement personnel, il vaut mieux travailler et mettre son argent chez Total que chez Enercop. Et il y a vraiment des façons beaucoup plus rapides de gagner beaucoup d'argent et d'être très lucratif que de se lancer dans l'ESS. Ça, c'est d'expérience et je pense que tout le monde autour de la table en est convaincu. Et donc, c'est important. Et une des raisons pour lesquelles moi je pense que ça peut être intéressant pour parfois, et dans certains cas très précis pour le milliard, de pouvoir s'ouvrir à des organisations à la lucrativité limitée, c'est par exemple quand il y a des investissements technologiques. Moi-même, on a monté un écosystème associatif, mais quand on a développé notre projet Job That Makes Sense, une plateforme qui va accélérer l'accès aux talents pour un grand nombre de structures de l'impact et aux talents de pouvoir justement changer de voie professionnelle, on a été obligé de monter une SAS, même si elle est détenue à 80% par l'association, pour s'ouvrir au capital privé, parce qu'on ne pouvait pas trouver de financement pour développer la technologie et pour pouvoir développer la technologie. C'est la même chose, par exemple, pour Eloasso, qui s'est aussi, alors que ça a été un des acteurs pionniers pour soutenir un grand nombre du tissu associatif français, ils se sont montés en SAS pour pouvoir aussi investir dans la technologie. C'est aussi le cas des projets immobiliers. Si on pense à la foncière Belleville, qui fait un travail extraordinaire dans les territoires, par exemple, pour réouvrir des cafés associatifs, créer du lien, investir dans les QPV, recréer justement dans des lieux qui sont désertés, ruraux, banlieues, etc., de la vie et vraiment des zones durables, inclusives, je pense, comme on en rêve tous. Pour pouvoir lever des fonds immobiliers, ils se sont créés aussi en foncière et en SAS avec un statut ESUS, tout en mettant justement les enjeux de gouvernance et les enjeux et les valeurs vraiment qu'ils défendent au cœur de leur projet. Donc, pour terminer sur cette sur sa première partie, pour moi, ce qui est important, c'est bien d'avoir un faisceau d'indices, de comprendre quel est le partage du pouvoir, quel est le partage de la valeur, et de ne pas être dogmatique sur uniquement un statut, parce que c'est vraiment une vision holistique des projets qui, à mon avis, permettent d'en comprendre véritablement l'impact et la dimension, et comment ils façonnent la société de demain. Je vais m'en Cool, tenir là. Léa. 5 minutes, peu de poil, hein, bravo. Chantal, elle t'a convaincu, Léa? Qu'est-ce que toi, t'aurais... Oui. En fait, ce Pardon, que je trouve bien, puisqu'on est censé être en désaccord, c'est que quand même, on parle toutes les deux de la même chose, d'alignement, en fait. Il y a une histoire d'alignement et de cohérence des projets et de ne pas exclure, en fait. On est bien dans regardons large, prenons un angle de vue et de la hauteur. Clairement aussi, un point intéressant, c'est cette histoire de loi ESS. On a la chance de l'avoir. Il y a déjà une base, une structure. Donc moi, je m'interroge quand même sur 2-3 petits points. Un point qui me vient, c'est cette histoire de lucrativité limitée des plus-values de cession. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la loi ESS, rien n'est dit là-dessus. Donc, on peut très, très bien imaginer que ça dérape. L'entreprise prend de la valeur et puis on peut faire après de l'enrichissement personnel malgré tout. Rien n'est bordé là-dessus. Donc, c'est un point à vérifier, ce qui ne sera pas forcément le cas dans un autre statut. Après, juste dire que sur un statut à but non lucratif de type association, on peut aussi faire du marchand. J'ai pour ma part fait une sectorisation des activités avec une partie d'activités lucratives et une partie non lucrative. Donc, on voit bien que tout ça n'est pas aussi dogmatique ou scindé en deux. Donc voilà, et peut-être dire aussi que c'est un petit peu plus compliqué dans des statuts vraiment qui ont fait le choix, comme moi j'ai pu faire, de rester sur un statut d'association, de retrouver son compte en tant qu'entrepreneur dans la valeur de l'entreprise et par rapport à ce qu'on a produit. C'est-à-dire qu'une asso, on arrive, ok, on n'a peut-être pas pris le risque d'investir dedans, on n'a pas mis d'argent, mais pour autant, on s'est aussi saigné, comme n'importe quel chef d'entreprise qui démarre. On ne s'est pas toujours bien payé. On se paye plutôt bien à la fin et encore.
Et le jour où on repart au même titre que tout le monde, avec généralement une rupture conventionnelle si le CA était sympa, et puis un autre boulot à trouver si ce n'était pas le cas. Donc peut-être à revoir aussi de l'autre côté pour contrebalancer comment finalement, indépendamment du statut, on pourrait avoir des mêmes règles du jeu et jouer dans la même cour, puisque de toute façon, on porte la même grande idée de faire grandir un peu mieux notre société et de façon équitable. On a beaucoup parlé de justice dans l'opération milliard, donc appliquons-la partout. Ça donnerait presque envie de trouver un entre-deux. Et la dernière peut-être limite que je vois, et ça je demande à être convaincue de l'inverse, c'est le poids que peuvent avoir les investisseurs dans vos organisations peut-être dites plus lucratives, hein, je prends des pincettes, sur la pression qu'on peut vous mettre. Est-ce que ces investisseurs, à un moment, arrivent à faire tordre les projets parce que eux, OK, ils viennent peut-être pour l'impact, mais en fait, ils viennent quand même avant et surtout pour la rentabilité et le retour sur investissement de leurs fonds. Donc, quel rôle dans vos gouvernances, quelle limitation de ces rôles, justement, quelle ingérence, c'est des questions que je me pose. On peut mieux s'en prémunir sur des structures non lucratives. Voilà peut-être en 5 minutes ce que ça me fait dire. En tout cas, pour moi, l'opération milliard, elle doit être totalement alignée, elle doit être cohérente et il faut mettre quelques critères et des garde-fous pour justement faire en sorte qu'on soit capable de se retrouver nombreux, tournés vers la même ambition. Super, merci Chantal. Léa, c'est quoi le poids alors de ces investisseurs sur les projets pour l'expérience que tu en as? Et peut-être avant de répondre à ça, puis tu dis tout ce que tu veux en 5 minutes, j'ai pas souvenir, est-ce que tu nous as dit comment tu répondais à la question de 0 à 10 tout à l'heure? Non, j'ai pas donné le chiffre. Pour moi, Alors je tu dis quoi? dirais 2. Je dirais 2 parce que pour moi, l'enjeu, c'est encore une fois, c'est quel garde-fou et quel faisceau d'indices. On a de la chance, c'est que c'est pas ChatGPT qui va évaluer les projets pour désigner s'ils rentrent ou pas. Et donc, je pense qu'on peut faire appel à l'intelligence humaine pour justement évaluer aussi des critères certes objectifs, avec des statuts, etc., mais aussi des critères humains de qui porte les projets, comment ils sont portés, comment en interne la gouvernance est réalisée, et être vraiment aussi sur des éléments effectifs et pas uniquement a priori. Et c'est ça, je pense, qui va être extrêmement important dans le futur. La bonne nouvelle alors, est-ce qu'il y a il y a des dérives avec les investisseurs externes? Oui, évidemment. Oui, évidemment. Et oui, aujourd'hui, dans le monde de l'impact, il y a énormément de gens qui profitent aussi de cette tendance, et notamment un certain nombre d'investisseurs si un fonds d'investissement promet les mêmes rendements à ses investisseurs en faisant de l'impact qu'en n'en faisant pas, a priori, il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, quand on paye bien tout le monde sur la chaîne de valeur, quand on répartit la richesse et quand on prend soin du vivant autour de nous, on n'obtient pas les mêmes rendements financiers. Néanmoins, justement, dans ce milieu des investisseurs, il y a une grande diversité et une grande variété d'acteurs, avec des acteurs qui sont véritablement engagés et ne mettent pas de pression sur les boîtes, et d'autres qui, évidemment, sont là uniquement pour la rentabilité, même s'il y a un petit social washing, un petit vernis dessus, c'est assez évident, et c'est pour ça que les analyses doivent être évidemment très précises pour le vérifier. Moi, peut-être ce que je voulais dire, c'était pour rebondir aussi sur ce que disait Chantal. Je pense que la question de la rémunération du risque, on peut se dire, bah oui, mais pourquoi en fait il faudrait accepter que certains se rémunèrent ou aient une prime par rapport au risque qui est pris. Moi, je suis très entrepreneuse et j'ai monté une asso. Pour autant, je considère que c'est un privilège d'avoir monté une association. J'ai été au RSA pendant quelques années, mais je savais que grâce à mon diplôme à l'ESSEC et grâce à mes parents qui sont pas dans le besoin, si vraiment ça marchait pas, je me retrouverais pas à la rue. Et certes, je prenais un risque, mais je prenais un risque qui restait mesuré. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes. En fait, quand on se lance et quand on démarre une activité, on n'est pas rémunéré. Et moi, je pense que c'est aussi un enjeu d'inclusion de pouvoir se dire, bah oui, pour certaines personnes, le fait d'avoir une carotte au bout et le fait de pouvoir dire si que ça fonctionne, et ben les années de travail qu'ils auront passées à ne pas se rémunérer, et ben ils auront, grâce à un retour, une lucrativité. Donc pour moi, elle doit être évidemment capée, elle doit être limitée. L'idée, c'est pas de se dire tout d'un coup on va devenir milliardaire parce qu'on a monté une asso ou parce qu'on a monté une entreprise sociale. Par contre, de pouvoir se dire comment on donne accès aussi à des personnes qui ont peut-être moins de privilèges. Aujourd'hui, ça va beaucoup être des personnes avec moins de privilèges qui vont justement vouloir rentrer dans des démarches lucratives pour rémunérer le risque qui est pris. Et c'est important aussi de voir comment on traite cette question-là pour être sûr de ne pas être excluant au global.
Et deuxième point aussi que je pense être important à rajouter, c'est aujourd'hui la question de la dépendance, et tu en as un petit peu parlé Chantal. Les volumes disponibles, en effet, ils sont très faibles, et donc ça pourrait être un argument pour dire il faut que le milliard n'investisse que dans des structures non lucratives. Néanmoins, moi je pense qu'il faut aussi faire attention au fait que il faut soutenir un grand nombre de structures qui ont des modèles économiques diversifiés, et ne pas soutenir uniquement des structures qui sont dépendantes des subventions. Aujourd'hui, les subventions, elles vont être mises à mal par la crise économique, mais aussi par des politiques. C'est ce qui est en train de se passer avec L214, qui va voir la suppression de sa défiscalisation intervenir. Il y a des centres sociaux qui sont attaqués sur leurs subventions, etc. Donc, il faut absolument que le milliard puisse venir, évidemment, consolider tout cet écosystème, mais encore une fois, avec une vision holistique, qui est de dire, il y a des structures qui fonctionnent bien, parfois elles ont 30-40% de subventions, et le reste, c'est un modèle économique. Elles peuvent avoir une forme de lucrativité, justement, comme on disait, parce qu'elles vont payer la TVA, etc. Il faut faire extrêmement attention au fait que ces structures vont aussi avoir besoin demain de soutien face à un retrait de la puissance publique qui est en train d'advenir pour des raisons soit économiques, soit politiques. Donc, pour moi, c'est important que le milliard puisse aussi faire un effet de levier, puisse aussi être réassurant. Parfois, quand on obtient un soutien, c'est ce qui nous permet d'aller débloquer des emprunts, c'est ce qui nous permet d'aller chercher d'autres financeurs qui sont parfois plus frileux. Et donc, pour moi, c'est aussi comment le milliard joue vraiment ce rôle d'être le pilier. Donc, tu parlais du toit, Jean-Dal, le toit, le pilier, mais qui permet justement de construire dessus et d'aller parfois aller voir des investisseurs qui n'ont pas cette capacité justement à prendre des risques et à venir vraiment soutenir et à être les premiers à soutenir des structures qui sont un petit peu plus en difficulté. Donc pour moi, c'était un peu les deux derniers points. C'est oui, évidemment, il y a des dérives. Et l'idée, c'est pas de dire il faut absolument que toutes les structures à lucrativité limitée rentrent. Moi, je pense qu'il faut définir un faisceau d'indices. Par contre, comment on fait pour faire un effet de levier, et comment on fait surtout pour ne pas uniquement financer des dirigeants et des dirigeantes qui sont issus de classes privilégiées parce qu'elles ont pu prendre un risque et du coup, elles n'attendent aucun retour sur investissement. Merci Léa. Si vous en êtes d'accord toutes les deux, en fait, je refais pas une passe avec vous deux et j'ouvrirai bien, comme ça on sera pile dans le timing. On s'est engagé à libérer tout le monde à 14 heures. Ça pourrait être le bon moment pour, combien vous êtes? 90, enfin on est 90. Pour ouvrir cette séquence de 35 minutes de réaction, question, interpellation. Enfin voilà, donc vous connaissez tous maintenant avec Zoom, c'est facile. Il y a une petite main jaune là. Si vous levez la main, où est-ce qu'elle est? Évidemment, moi je la trouve pas. Donc est-ce que vous la voyez? Elle Dans est Ça m'a partage. elle est à dans trouver la main. réagir et la petite main, et puis de garder vos interventions courtes aussi. Ouais, donc j'allais le dire, merci Violaine, c'est-à-dire à la fois pour vos prises de parole, faites court, et Léa et Chantal, vous avez été super efficaces, continuez à l'être. Allez Thomas, c'est à toi, c'est parti. Tu peux ouvrir Oui, ton bonjour micro. à tous. Moi, j'ai un sujet de fond qui est les monnaies locales. C'est d'ailleurs la monnaie de l'ESS. Je pense bien qu'elle est dans la loi donc de 2014. Et j'aurais aimé savoir, au-delà de lucrativité, effectivement, et c'est en lien avec les locales qui ont des valeurs. Thomas, Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une... Oui, Thomas, tu on m'entends? t'entend pas? Est-ce que je suis le seul ou est-ce que Ah, les autres faites-moi signe? Non, Ok, non, on ça t'entend. bug, ça bug. Ton réseau doit pas être terrible. Tu réessayes et sinon Mon je passe Bluetooth. la parole à quelqu'un et tu te Ouais. reconnectes. Alors, j'ai retiré mon Bluetooth. Vous m'entendez? Ouais, ça c'est bien. Ok, super. Donc, moi, j'ai un sujet qui sont donc les monnaies locales. Et donc, comme je le disais, c'est la monnaie de l'ESS qui est apparue avec la loi de 2014 également. Et j'aurais aimé savoir, au-delà de la notion lucratif ou non lucratif, si le versement en monnaie locale de toutes ces structures pouvait avoir lieu, on n'aurait plus ce problème-là. C'est-à-dire que les monnaies locales ont leur valeur, qui est que, voilà, on n'est plus dans le capitalisme, on n'est pas pour la spéculation, etc., mais bien pour développer sur les territoires les bassins de vie identifiés par justement Opération Milliard, tous ces acteurs locaux qui sont dynamiques et qui ont besoin de financement. Voilà, d'où ma question. Euh, les monnaies locales sont-elles peut-être une solution au développement de l'économie sur les territoires en France? Chantal, Léa, est-ce que vous avez un avis sur ça? Sinon, en tous les cas, il y a une suggestion, il y a une piste envoyée à l'opération Milliard pour demain, mais est-ce que vous voulez réagir?
Si, moi, je voudrais juste abonder dans ce sens-là. C'est d'ailleurs, il y a une des monnaies locales en Suisse qui est la plus connue, qui vient soutenir, alors qu'il n'y a pas ce critère ESS et ce critère justement inclusion, mais qui est là pour faire justement toute l'économie entre des échanges de PME et des ETI, et qui, dès qu'il y a une contraction de l'économie en Suisse, va être en fait extrêmement utilisée pour permettre justement la robustesse de l'économie. Et c'est toujours cette question aussi entre robustesse, performance, dont on parle beaucoup en ce moment dans nos écosystèmes. Les monnaies locales, c'est indispensable pour justement assurer en effet qu'il n'y ait pas une déperdition de l'argent, mais qu'on garde la valeur créée dans un cercle de valeur. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et qui pourraient être en effet une piste pour répondre à la question. Pas mieux que Léa, et je pense que ça vaut le coup d'être regardé côté opération milliard. On peut y faire. C'est un besoin sur les territoires et il y a beaucoup d'élus locaux qui portent ça. Donc, Merci à toutes les deux. Ensuite, c'est, alors je ne sais pas, ton prénom, c'est Mela Giusti? Non, pardon, c'est Jérôme. C'est Jérôme. Bonjour à Léa, bonjour à Chantal, ravi de vous revoir. Alors, d'où je pars? Je suis pour un financement des entreprises sociales qui font une lucrativité limitée. Je suis avocat, j'ai été président d'une grosse association donc de juristes qui s'est vécue comme une entreprise sociale en s'étant fait financer, exploiter une plateforme numérique d'accès au droit. Et je conseille par ailleurs différentes entreprises à impact social, on va dire. Et j'ai une première vie dans le monde très capitaliste des startups. Donc tout ça pour vous dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'exprime Léa et les limites et les avantages de faire des structures hybrides, à la fois non lucratives et lucratives, et d'ailleurs Make Sense en est une parfaite illustration. J'entends tout à fait, en tant qu'ancien président d'association, les limites que pose Chantal. Je voudrais juste vous dire que pour ce qui est de l'hybridation, on a certes à chercher 1 milliard, mais on a aussi à promouvoir une réforme juridique et fiscale, parce que lorsqu'on fait de l'hybridation, c'est compliqué juridiquement et fiscalement de s'y retrouver, et parfois on est à risque. Voilà. Donc, en même temps que d'aller chercher du financement, il faut aller faire du lobbying. Ok, Merci à tous. Jérôme. Donc, c'est une considération générale sur les sources de financement et la manière de faire. Tu n'avais pas de questions ou de réaction Alors, précise si, sur le point de vue excusez-moi. pour l'opération? Et j'avais une question pour Léa et Chantal. On comprend bien qu'on est complémentaires et qu'il ne s'agirait pas d'exclure. Et si j'ai bien compris la perception de Léa et de Chantal, qui se rejoignent, Ta n'est pas question, antinomique Jérôme. d'aller chercher 1 Jérôme, ta milliard pour question. les deux structures. Jérôme, est-ce que tu peux aller à ta question, s'il te plaît? Eh bien oui, c'est ça ma question. Pardon, je me suis mal formulé. C'était une question pour Léa et Chantal. J'ai cru comprendre qu'elle reconnaissait une certaine complémentarité entre, et donc c'est pas excluant, donc il ne s'agit pas d'exclure. Est-ce que selon vous, donc il faudrait exclure un financement pour l'un ou pour l'autre, ou est-ce qu'on peut aller chercher pour les deux? Je pense qu'elle s'adresse plus à Chantal, cette question. Chantal? moi, pour avoir un peu répondu entre les lignes, oui, ça s'adresse aux deux dans la limite de certains critères et le respect de certaines valeurs, en fait, hein, dont on a pas mal déjà déroulé les choses, quoi. Donc, et je confirme d'un point de vue juridique que c'est toujours compliqué, l'hybridation des ressources. Pour avoir hésité à créer une société qui aurait été 100% détenue par l'association pour finalement se rendre compte que c'était compliqué au niveau des salariés qui allaient être partagés sur deux activités alors que c'est les mêmes personnes et tout aussi la gouvernance. Oui, ça nécessite vraiment un travail de réflexion en parallèle. Est-ce que c'est à l'opération milliard de le porter? Je ne sais pas, mais une réflexion sur les montages juridiques et la simplification et la baisse de la prise de risque fiscale, en fait. Léa, tu veux compléter ou j'enchaîne? Super. Charles, c'est à toi. Tu peux ouvrir ton micro. Merci pour l'autorisation. Je voulais juste apporter un petit retour d'expérience. J'ai travaillé pendant pas longtemps du tout dans une des structures qui a été citée par Léa, qui était un statut SAS. Et, eh bien, j'ai trouvé dans la petite collaboration qui fut la nôtre que j'ai pensé que les exigences des investisseurs pesaient sur
le service de la mission parce qu'on devait faire des reportings extrêmement détaillés en permanence. Et j'ai présumé que s'il n'y avait pas de tels investisseurs avec voilà, leurs exigences de reporting parce qu'ils devaient eux-mêmes rendre des comptes, eh ben, on se serait plus focalisé sur notre mission. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci Charles de ce témoignage. Jacques, tu peux y aller. En ouvrant ton micro, là on ne t'entend pas. Et là on ne t'entend pas non plus. Tu as un problème de réglage d'ordinateur, Jacques. Ce que je te propose, si tu en es d'accord, ouais, je passe la parole à Steve Lévy. C'est Steve le prénom? Steve Lewis, c'est ça. Bonjour à toutes et tous. Steve Lewis, je suis responsable de l'Observatoire national de l'ESS à ESS France. Bon, en écoutant les interventions, moi, j'ai pas eu tant l'impression que ça portait sur non lucratif vs lucratif, mais ça portait plutôt sur non lucratif vs lucrativité limitée. J'ai l'impression qu'on était quand même plus dans ces termes-là. Bon, la question de la lucrativité limitée, ça va concerner deux types de structures, du moins dans l'ESS, qui sont les coopératives d'une part et les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire d'autre part. Et j'ai été très sensible à ce qui avait été dit sur le fait que les sociétés commerciales de l'ESS sont globalement celles qui ont le moins de problèmes actuellement, et c'est d'ailleurs leur grande force, pour attirer des capitaux et des investisseurs, contrairement à l'ensemble des autres formes de l'ESS, coopératives comprises. Voilà, je voulais porter à votre attention la parution très prochaine d'une étude qui porte justement sur les levées de fonds dans l'ESS qui est réalisée par la CRES Île-de-France et qui met justement en avant ce point-là qui est que globalement les sociétés commerciales de l'ESS, elles ont plus de facilité à se financer que les autres structures de l'ESS. Ce qui en fait, à mon avis, pose cette question-là qui est est-ce que ces 1 milliard, ils doivent servir à financer les structures non lucratives ou à lucrativité limitée qui ont le plus d'impact d'un point de vue environnemental et social, ou est-ce qu'ils doivent financer les entreprises de l'ESS qui ont le plus de difficultés à accéder à des capitaux et à du financement? Et je rajoute une deuxième question très rapide derrière tout ça, parce qu'on est un peu sur les critères finalement de, d'admissibilité pour ce financement. Moi, la question que j'avais, c'était quid de la gouvernance démocratique et de la démocratie économique dans les choix des structures qui seront éligibles ou non. Ok, Voilà, donc ça merci fait deux beaucoup. questions. Désolé, j'ai un peu dépassé le cadre. Léa, Chantal, qui veut démarrer? Alors, la question sur le fait que c'était de non lucratif à lucrativité limitée, c'était le brief. Enfin, Violaine n'a pas forcément rappelé, mais c'était ça le scope, hein, donc c'est pour ça qu'on s'est bien mis là-dessus. Je pense que la question est, pour moi, en effet, mieux posée sur le plus d'impact ou le plus en difficulté. Je pense que c'est un débat qui sort de la question purement de la lucrativité, qui a une modalité d'entreprendre et qui est une modalité économique qui est certes importante, mais avec, encore une fois, parfois une nécessité, à mon sens. Aujourd'hui, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit, hein, c'est pas forcément un choix souhaitable, mais en tout cas, dans le monde dans lequel on vit. Et par contre, en effet, avec 1 milliard, c'est beaucoup, mais c'est à la fois très, très peu par rapport aux financements qui sont disponibles. Aujourd'hui, par exemple, en effet, les structures de l'ESS, capitalistes, entre guillemets, enfin, sociétés, réussissent à parfois trouver plus de financement que certaines sociétés SAS standards, plutôt, pardon, que les associations, justement. Néanmoins, c'est incomparable par rapport aux flux financiers qui viennent financer l'économie classique de toutes les structures qui n'ont aucune limitation dans leur lucrativité, aucune exigence de démocratie, aucune exigence de partage de la richesse. Et en fait, aujourd'hui, on joue à armes pas du tout égales entre les milliards et les dizaines de milliards qui viennent financer le reste de l'économie et un certain nombre d'activités, qu'elles soient purement non lucratives ou à lucrativité limitée, qui se dépatouillent et qui, en tout cas, rament pour survivre dans leur globalité, même si certaines
Ça dépend des secteurs. En effet, s'en sortent un petit peu mieux. Et encore, c'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, par exemple, il y a plein de structures qui sont ESUS, qui recréent de l'emploi en France, qui recréent de la localisation, qui, avec les prix de l'énergie, sont en galère totale, qui n'arrivent pas à avoir de la conciliation bancaire, etc. Donc, attention, c'est pas si vrai que ça qu'elles s'en sortent toutes très bien. Les structures sont globalement aujourd'hui en difficulté et en fragilité. Chantal, est-ce que tu as envie de réagir? Juste compléter, c'est pas forcément ou plus d'impact ou plus de difficultés. On va peut-être trouver des cas avec les et ensemble. Et simplement, ce qu'il faudrait pas, c'est que ça soit un financement qui vienne, comment dire, colmater ou un fonds d'urgence à chaque fois. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à cette histoire de. Il faut que ça soit réfléchi en modèle structurel. Juste un petit point d'alerte, c'est comment on finance nos frais de structure dans la façon dont on est financé dans un modèle non lucratif associatif. Clairement, les fonds de structure sont les frais de structure, les fonctions support sont toujours écartés des financements éligibles par nos bailleurs publics notamment. Hein, c'est un grand classique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi sur la nature de ce que ça doit financer dans les coûts de la structure une réflexion à poser là-dessus? Voilà, c'est ça que ça Et m'inspirait. on voit un point d'accord là, aussi se dessiner à cet endroit-là. Juste, Marion, avant de te donner la parole, on refait une tentative, Jacques, avec toi. Est-ce que ça marche? Oui, vous m'entendez? Super, allez à toi, Ok, merci. merci. Oui, je reposais la question moi sur deux axes. Le premier, c'est pour moi la finance, c'est un moyen d'agir. C'est-à-dire en fait, ça n'est qu'un moyen. Et quand je regarde la lucrativité, c'est plutôt de rentabiliser un financement. Et du coup, je pense qu'en fait, peut-être qu'il y a un problème de sémantique, c'est que avoir une association lucrative, si c'est pour redonner des moyens à l'association, j'ai aucun problème. Si c'est une finalité, si la finalité n'est pas, enfin, si la création de valeur, plus exactement, apportée par le financement, ne revient pas dans la mission de l'association, j'ai plus un problème. Enfin, quand je dis l'association, ça peut être n'importe quelle structure de l'ESS. Mon sentiment, c'est que on est sur il y a un sujet de sémantique autour de qu'est-ce qu'on met derrière les mots financement, lucrativité, et puis il y a un sujet toujours qui revient, mais c'est vrai dans les associations, c'est vrai dans les entreprises, c'est celui de la gouvernance et notamment de l'usage de la création. Merci, Jacques. Est-ce que Léa, Chantal, vous voulez réagir à ça, à ce témoignage? En tout cas, moi, quand je parlais de lucrativité limitée, mais lucrativité tout de même, c'était le risque pris notamment par des financeurs. Aujourd'hui, que ce soit à travers de la dette, l'intérêt vient couvrir le risque, et que ce soit dans des investisseurs, il y a un rendement qui est attendu aussi pour le travail qui est fait, pour l'accompagnement qui est fait et pour le risque qui est pris. Et les entrepreneurs ont aussi une partie du capital et généralement ne se payent pas pendant des années en attendant justement aussi une rémunération. Et donc, en fait, c'est aussi un choix à un moment de dire, je prends le risque, notamment quand je suis entrepreneur, de ne pas me rémunérer tout de suite et je diffère mon revenu. Par contre, je m'attends à ce que s'il arrive dans 3 ans, bah, il soit pas 1, mais il soit 3 ou 0. Et j'accepte que il sera peut-être... et donc, le fait de différer, comment on rémunère ce risque-là? Et donc, aujourd'hui, en tout cas, il y a un grand nombre de personnes le fait de différer la valeur créée financière, hein, parce que c'est pas de la valeur écosystémique, sociale, etc., mais la valeur financière créée, est ce qui permet aujourd'hui de démarrer des activités, de se lancer, etc. Sauf certains acteurs qui arrivent à avoir des financements dès le début. Mais en fait, on arrive à avoir des financements dès le début quand on a déjà de l'expérience, quand on a déjà un CV, quand on a déjà montré. Et encore une fois, quand on a un capital réseau social CV qui est très fort. Quand on n'a rien, bah, à part se lancer et se débrouiller et se dire, bah, OK, je prends un risque, par contre, j'attends une rémunération future, c'est ça qui change. Et donc, on peut être philosophiquement complètement contre. Moi, aujourd'hui, je considère qu'il y a des personnes qui ont un tempérament aussi à prendre des risques, à être entrepreneur et qu'on a aussi besoin de ces gens-là pour justement créer de la valeur. Comment on s'assure que c'est juste aussi pour eux? Ça ne veut pas dire, encore une fois, gagner des milliards à la fin et prendre tout l'argent de la structure, mais comment on peut s'assurer que c'est juste pour eux? Merci, Léa. Chantal, vas-y. Je suis assez d'accord sur l'idée de la sémantique. Moi, je parle souvent de pédagogie.
C'est compliqué de faire comprendre que oui, il faut qu'on soit rentable, oui, il faut qu'une association dégage du bénéfice. Si elle n'en dégage pas, elle peut donc pas réinvestir, elle ne peut pas couvrir son endettement et elle ne peut pas augmenter son impact. Donc on revient bien toujours à la même finalité. Donc oui, il faut qu'on soit quelque part un peu lucratif, tout en étant non lucratif. En fait, il faut qu'on dégage le bénéfice suffisant pour continuer à développer son impact. Donc, il y a vraiment un problème de pédagogie, effectivement, à porter, ou en tout cas de faire attention aux mots qu'on utilise, à faire comprendre. Merci Chantal. Marion, content de te retrouver là, à toi. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. Merci d'abord pour l'organisation de cette conversation. Moi, je travaille à la Fondation de France depuis un certain nombre d'années, où on est quotidiennement confronté à ces questions lucrativité limitée, qu'est-ce qu'on peut financer, qu'est-ce qu'on ne peut pas financer, entre ce que nous demande la réglementation et ce que nous semble semble vouloir nous entraîner le bon sens, et regarder ce que font les structures qui travaillent dans le secteur. Il y a plusieurs réactions à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je trouve qu'on est aujourd'hui très dans la discussion, très dans le présent, à parler de contingences qui sont celles d'aujourd'hui, sans pour beaucoup se projeter sur ce que pourrait être, ce que devrait être peut-être une forme d'idéal. Est-ce que si les investisseurs aujourd'hui fonctionnent de telle ou telle façon, il n'y a pas aussi une priorité à changer les esprits, les façons de concevoir l'investissement, les façons de concevoir la lucrativité? Ça me paraît très important à prendre en compte dans la conversation. Notamment, tu évoquais des cas, Léa, de personnes qui choisissent le statut lucratif parce qu'elles ne pourraient pas choisir le statut associatif. J'ai du mal avec bien comprendre cette logique. Tu évoquais des cas où il a dû être créé des structures lucratives parce qu'il y avait un investissement technologique à faire. Moi, ce que j'ai compris de l'opération Milliard depuis, depuis qu'on discute, c'est que l'opération Milliard elle était surtout tournée vers l'innovation sociale et que c'était l'innovation sociale et sociétale qui était difficile à faire financer. Alors, c'est vrai que la technologie peut être un moyen, mais peut-être qu'il y a quelque chose de très particulier dans ce cas de figure. Et je termine, Jean-Luc. Qu'est-ce qui fait, Merci. en fait, par principe, plutôt que par contingence, on choisit un statut lucratif? Léa, ça s'adresse surtout à toi, Lego. Merci Marion. Ouais, moi j'ai donné 2 cas où pour moi il y avait on pouvait être amené à créer un statut, enfin on pouvait amener à se créer en statut entreprise. Encore une fois, ce qui n'a pas été moi mon choix, mon cas. Un, parce qu'on a besoin de beaucoup de financement. C'est par exemple le cas de la Foncière Belleville, et c'est pas les seuls, mais aujourd'hui dans l'immobilier se finance mais uniquement à travers du non lucratif. Moi honnêtement je ne sais pas faire et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire aujourd'hui. Donc, et pour autant, je pense que l'impact sociétal d'une structure comme la Foncière Belleville est indéniable et qu'aujourd'hui, ils font partie véritablement d'un tout un écosystème qui est indispensable pour permettre aussi à des structures associatives et autres de pouvoir émerger, de se développer, de créer du vivre ensemble, de l'inclusion dans les logements, etc. Donc, je donne cet exemple-là, il y en a évidemment d'autres, mais parce qu'il est assez connu. Et par ailleurs, quand je dis, en fait, c'est la question de la rémunération du risque. Je pense que, par exemple, moi, aujourd'hui, le fait d'avoir été payé plusieurs années au RSA, etc., bah, en fait, je vais moins toucher de retraite. J'ai moins eu de capital qui me permettent de pouvoir avoir un logement au départ qui est plus. Et donc, en fait, je le fais parce que je me suis jamais sentie en risque financièrement. Et je me dis pas, OK, bah, en fait, j'ai perdu 4 ans de retraite. Ça va poser problème dans ma vie parce que j'ai un capital social et des études qui me permettent justement de ne pas me sentir en danger. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles ils ne prendraient pas ce risque et je ne pense pas qu'il faille les blâmer en disant ce n'est pas normal, tu devrais faire une asso, tu ne penses pas aux autres, tu ne construis pas une société durable. Je pense qu'il y a aujourd'hui quand même, malheureusement, du fait des règles du jeu, et j'entends ce que tu dis, hein, tu as raison, et comment on se projette, mais aujourd'hui, pour tout un tas de personnes, le risque entrepreneurial, s'il n'est pas rémunéré, n'est pas envisageable. Et donc, du coup, on se coupe aussi comment on s'assure. Alors après, en effet, il y a la question du revenu de base, il y a la question, il y a d'autres façons d'adresser cette question-là. Mais je pense qu'il faut en prendre en compte aussi que le choix du non lucratif peut être aussi un choix de privilège. Et
pas que, heureusement, mais ça rentre aussi en compte aujourd'hui, malheureusement, dans les choix parfois de certains porteurs de projets. Merci Léa. Pour nous donner un repère collectif là, à tout le monde, il nous reste moins d'un quart d'heure d'échange. Je vois déjà 7 mains levées. Je ne sais pas si on ira jusqu'à la 7e, Julien. Inch'Allah, on verra. Maxence, content de te retrouver là. Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette controverse. Ma question, mais Léa, tu as apporté quelques éléments de réponse à l'instant, c'était pensez-vous qu'il soit possible d'envisager de lever 1 milliard d'euros auprès d'investisseurs divers, qu'ils soient citoyens, instituts, etc., sans promesse de rendement, même qu'ils soient capés à un niveau minimum, type inflation plus 1 ou 2%. Surtout quand on voit par exemple des acteurs comme Time for the Planet qui existent depuis 5 ans, qui n'ont pas de promesse de rendement et qui aujourd'hui ont levé à peu près 35 millions d'euros et qui peinent à dépasser ce plafond. Et peut-être en ouverture, ça pose aussi, je trouve, la question du ratio entre montant levé versus temps de la levée et donc impact généré dans un temps imparti au travers des financements réalisés. Merci de la question. Les filles, vous avez un avis sur le sujet? Moi, je la laisse à Violaine parce que je ne sais pas ce qui est pensé. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le milliard, est-ce que justement, est-ce que c'est purement philanthropique? Est-ce qu'il y a un rendement? On dit investissement, mais est-ce que c'est vraiment de l'investissement Et ou alors, pas? la question que je me pose, c'est si c'est une question qui s'adresse effectivement plutôt à l'organisation Opération Ouais, Milliard, c'est le bon moment pour y répondre, ou alors tu fais vite, Violaine. très vite, c'est une question, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire on veut mettre un cadre euh, derrière lequel on pense tous se retrouver et en même temps, il faut qu'on trouve des financements pour ça. Mais il y a aussi notre action. L'objectif de créer un mouvement, c'est d'être nombreux et de pouvoir faire une action de plaidoyer et d'avoir confiance en nous, que si on décide que c'est que du non lucratif, on va réussir en bougeant des montagnes, en étant nombreux, à aller chercher 1 milliard. Oui, ça va être de la subvention en grande majorité. Je crois, il y a ici Pierre Valentin et la société Amadis pour laquelle il travaille a été mandaté pour nous aider à créer l'architecture financière du milliard. Donc, c'est à lui que va revenir les cheveux blancs de faire fonctionner les préférences du mouvement et les vrais besoins avec ce qui va être possible de faire et de penser. Donc, désolée, ma réponse en fait, ça vient de la confrontation de ce qu'on veut faire et de ce qu'on peut faire et on va trouver la bonne ligne de crête. Voilà. Merci, Violaine. Ajouter un mot peut-être? Rapide, Pierre, si tu veux bien. Oui, non, mais pour l'instant, on a bien l'idée d'avoir une répartition entre un fonds d'investissement et puis un outil plutôt pour des subventions. Et dans le fonds d'investissement, on aura, si tout le monde évidemment en est d'accord, divers types d'entreprises, mais il y aura une limitation pour chacune de ces entreprises de la lucrativité. Cool. Merci beaucoup, Pierre, de la précision et de ta synthèse. Corinne, tu peux ouvrir ton micro à toi. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, une partie de ma question vient d'être répondue à l'instant, donc ça tombe très bien. Donc, je vais pouvoir poser la seconde. Effectivement, il y a une problématique de quel type d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire investissement court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que c'est de la subvention? Mais ça pose aussi d'accompagner les structures, quelles qu'elles soient, associations ou autres, qu'on aura choisies, dans les bons montages aussi juridiques, parce qu'on l'a vu, c'est plein de questions en fait qui se posent. Le financement, c'est bien, mais il n'y a pas que ça comme problématique. Souvent, c'est le montage en fonction de l'objectif qui permet de bien financer, de bien organiser les choses et que les choses soient fluides au sein de l'objectif ou du projet qui est prévu. Donc, comment vous voyez ça, tant du côté d'une association que d'une structure qui est plus à but lucratif? Merci, Corinne. Les filles, je ne vous vois plus là, je ne sais pas où vous dans la mosaïque. J'ai l'impression que c'est encore une question plutôt côté opération milliard. En tout cas, c'est sûr que c'est l'histoire du modèle socio-économique qu'il faut regarder de près, en fait. On ne peut pas avoir de l'investissement sans cohérence derrière non plus, du montage à tous les niveaux, en fait. Et là-dessus, Et de la structure de coût, quoi. Juste en 2 mots, nous, l'opération Milliard, on est une force civile d'action qui se réunit pour rassembler 1 milliard. Il y a un ensemble de choses qu'on ne va pas faire et qu'on ne pourra pas faire. Et notamment, on travaille bien avec l'Avise et plein d'autres acteurs qui ont pour rôle d'informer, de conseiller, d'aiguiller. Et il faut qu'on arrive à travailler ensemble de manière plus cohérente et que nous, on puisse référer. Mais donc, une partie de votre question, madame, j'ai perdu votre nom, ça sera fait par d'autres acteurs et il faut qu'on s'intègre mieux. Voilà. Ok, essayez si, je ne sais pas quelles sont les questions à venir, mais si elles portent bien, non pas sur de la recherche d'informations, parce que je crois que ça viendra dans l'AG, il y aura de la place pour des réponses aux questions, etc., mais bien sur l'angle qui nous intéresse. Et je vois que c'est l'arbre aux étoiles qui est là, j'arrive pas à repérer qui c'est, mais content de vous voir là.
Le micro est coupé. Le micro est coupé, Maëlys. En bas. Voilà. Pardon, je pensais que c'était à Claire de parler, excusez-moi. Moi, c'est plus un témoignage rapide sur le fait que je me suis beaucoup reconnue dans les propos qu'a tenus Léa. On est un écolieu qui existe depuis 2012 et puis ça a nécessité forcément beaucoup d'investissement. Donc, on a eu recours à une forme juridique qui est plutôt de l'ordre de la SAS et de la SCI. C'est aussi effectivement pas mal de temps passé, de sacrifices sur des futures années de retraite qui sont elles-mêmes assez hypothétiques. Mais voilà, petite structure, mais gros impact. Et en général, pas d'accès aux subventions qui sont souvent dévolues plutôt aux associations ni aux dons. Et du coup, aujourd'hui, on est dans une situation, certes très enviable, on a un super lieu et ça marche bien, mais le seul recours qu'on a aujourd'hui pour financer finalement nos impacts futurs, c'est lancer une campagne de financement participatif parce que on n'a pas accès à autre chose le temps qu'on finisse de rembourser tous nos emprunts, etc. Et pour autant, ça fait 12 ans qu'on autofinance tout, en fait. Donc voilà, moi, juste ce que je dirais, c'est qu'il faut qu'il y ait de la diversité vraiment dans les entreprises qui sont éligibles aux milliards parce que je trouve que c'est là où il y a vraiment de la richesse. Voilà, j'ai dit. Merci de ce témoignage, super. Delphine, welcome, content de te retrouver à toi. Moi aussi, bonjour. Moi, j'ai une. Alors, certaines questions ont été répondues. Moi, j'en ai une qui est. En fait, je fais une petite diversion. En ce moment, on parle beaucoup de la sécurité sociale, des jours de carence, etc. Et on ne se pose pas tellement la question de pourquoi existe la sécurité sociale et ce qu'elle apporte comme valeur indirecte. Et donc, la question que je me pose, moi, c'est si on trouve un modèle dans lequel on équilibre, en fait, pour permettre de la rentabilité limitée, enfin, lucrativité limitée, pour pouvoir aussi financer des choses qui le sont moins, est-ce qu'on intègre et est-ce qu'on arrive à valoriser, en fait, ce que sont les externalités positives, c'est-à-dire ce que ça crée comme valeur à l'extérieur du système propre des structures qui seraient financées, aidées, et qui crée de la valeur, y compris de la valeur économique plus classique, et donc qui pourrait permettre d'attirer des financements, je dirais un petit peu plus classiques aussi, ou en tout cas de rassurer des gens en disant la lucrativité, elle est peut-être de inflation plus 1 ou 2 directement, mais par contre, vous créez des conditions de revitalisation d'un centre-ville, donc d'une forme d'économie stable, pérenne, d'éducation des gens, enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est faisable en fait? Ok les filles, à vous. Merci Delphine. Tout est faisable, hein. Il y Oui. a énormément de choses qui sont faisables. L'enjeu, justement, c'est je crois que la magie de l'opération de milliard, c'est que c'est un terrain de jeu à définir et dont les règles du jeu doivent être définies. Donc, pour moi, c'est justement l'objet de ces échanges-là, de pouvoir venir avec des solutions et de Oui. curseurs, comme ça a été dit dans le chat, pour y répondre. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de regarder l'approche globale, là, c'est-à-dire, OK, le projet qu'on finance a son propre impact, mais il crée d'autres impacts en fait indirects. Et franchement, c'est d'autant plus, ça fait encore plus effet de levier, quoi. On maximise les retours. On peut aussi réfléchir en coût évité. Enfin, il y a plein d'unités comme ça à regarder. Je pense que ça mériterait de rajouter ça, en tout cas, dans les points d'observation des projets, quoi. Les amis, il nous reste 5 minutes. Vous êtes 3 à avoir levé la main. Je vous invite à une grande synthèse. Pierre, c'est à toi. Oui, merci. Je vais essayer d'être rapide. J'ai rejoint l'opération Milliard avec cette idée que ce mouvement allait aider à transformer l'économie. C'est vraiment le vœu auquel je suis le plus attaché, transformer l'économie dans cette alternative entre lucrativité, non lucrativité ou lucrativité limitée. Je veux juste te dire que je parle avec cette expérience de 15 ans de direction d'une SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif à lucrativité limitée. Évidemment, je suis pour et j'adhère complètement à cette idée de soutenir ce type d'entreprise. Et ma question est la suivante. Ne croyez-vous pas que pour réussir ce défi de participer, contribuer fortement à transformer l'économie, il faut que une part très significative du milliard soit consacrée à soutenir justement ce format d'entreprise qui justement repose sur la lucrativité limitée, et que si la grande partie du milliard reposait uniquement sur le mode associatif, on aurait des difficultés
à transformer l'économie véritablement. Merci Pierre. Léa, Chantal, réaction? Si, enfin, les coopératives en Europe, enfin, les coopératives françaises, les modèles de coopératives françaises en Europe, c'est un des éléments clés de justement de poser une vision différente de l'économie avec énormément de bénéfices, avec quelques limites aussi qui aujourd'hui empêchent ce mouvement de devenir majoritaire, mais parce que les règles du jeu sont pas justes et sont pas égales par ailleurs. Donc c'est difficile de voir ça grandir, mais enfin oui, moi je pense que ça fait partie aujourd'hui. Enfin, quand on parle justement de partage du pouvoir, c'est quand on a des outils de production qui sont repris par leurs salariés, même si les SIC, c'est quand on arrive à avoir des parties prenantes qui sont mobilisées autour, quand on arrive à penser le collectif et à se dire ok, il faut vivre ensemble et donc faire économie ensemble au service d'un intérêt commun. Enfin, moi c'est totalement ce que je défends. Et après, encore une fois, je crois que le statut ne fait pas vertu. Et donc, il y a aussi des coopératives qui abusent de ça, comme je l'ai déjà dit. Chantal? Oui, bah, juste pour vous dire, il ne faut pas se limiter au statut. Ça ne veut rien dire une association, en fait, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont des associations employeuses. D'ailleurs, c'est même pas 10% des associations en France. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde sous cette définition-là. C'est effectivement d'être peut-être vigilant à la structure du modèle économique, c'est-à-dire de ne pas être 95% dépendant de subventions publiques, où là, clairement, bah, peut-être que c'est mettre de l'argent sur une structure qui n'a pas trouvé un moyen de pérenniser, ou en tout cas qui se met vraiment à risque. Ça dépend, ceci dit, de son action, parce que ça peut être aussi une délégation de service public qui est un peu revue sous forme de subvention, mais elle est peut-être aussi... Enfin voilà, c'est assez complexe en fait. Donc, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur l'idée de ne pas se limiter juste à l'idée du statut juridique. Il faut aller creuser un peu plus, quoi. Et effectivement, point de vigilance sur peut-être la dépendance à un gros financeur, par exemple. Des choses comme ça qui sont peut-être un ratio à pas dépasser pour s'assurer qu'on est bien sur une entreprise sur laquelle investir, en fait, sur laquelle investir. Merci Chantal. Claire, c'est à toi. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Claire Tournefier, donc fondatrice de Rejouer. Moi, j'avais une question sur comment éviter les compétitions, que ce soit entre structures non lucratives ou que ce soit avec les structures lucratives, et comment favoriser donc plutôt la coopération d'acteurs sur un territoire qui permettrait effectivement d'avoir des impacts qui seraient plutôt des impacts systémiques aussi, et localisable, identifiable aussi pour à la fois les bénéficiaires des associations et aussi les citoyens. Voilà. C'est une question plus large qui, en effet, beaucoup de financeurs, y compris beaucoup de fondations, se posent la question de comment on peut éviter de la compétition en sachant qu'il y a une raréfaction aujourd'hui des subventions et des donations et que du coup, c'est difficile. Après, et que quand on oblige les gens à travailler ensemble en disant il faut que vous soyez dans un consortium, ça a d'autres effets pervers parce que du coup, ça les oblige à imaginer d'autres projets plutôt que de financer les fonctions support et les frais de fonctionnement qui, je rejoins ce qui a été dit avant, c'est vraiment le nerf de la guerre depuis l'arrêt des contrats aidés. C'est ça qui fragilise tout l'écosystème associatif, c'est de plus avoir ces financements de fonctions support. Moi, je voudrais juste revenir sur un sujet. Aujourd'hui, ce qui pose problème à notre économie, c'est de ne pas être en lien avec les principes du vivant et de ne pas être connecté aux principes du vivant. Dans le vivant, il y a de la coopération et de la compétition. Les deux sont équilibrés. Il y a beaucoup plus de coopération que de compétition. Les deux, parfois, permettent aussi d'avancer. Donc moi, je pense qu'il faut respecter ce cahier des charges qui permet justement, qui fixe la diversité comme un élément de robustesse. Donc, comment dans la thèse du milliard, il peut y avoir justement une diversité de cibles et comment on s'assure ensuite, en effet, peut-être que toutes les structures qui sont financées par le milliard, si elles se connaissent, si elles ont des liens, c'est ça qui va favoriser la coopération demain sur un territoire. Chantal, tu veux? Oui, bah moi j'ai l'impression qu'on est plutôt complémentaires que concurrents quelque part parce qu'on a des identités de structures très fortes avec des choix de modalités d'action qui vont pas du tout être les mêmes que les autres. Donc, est-ce qu'on est vraiment en compétition? Je suis pas sûre en fait. Mais peut-être que Claire, tu l'as vécu toi dans des marchés, face à des réponses à marché, j'en sais rien. En tout cas, j'ai plutôt vu On va pardonner la qu'on parole avait à Claire. besoin. On avait peut-être besoin les uns des autres plus qu'autre chose, quoi. Ok. Claire, désolé. Oui, dans la recherche de fonds, juste dans la recherche de fonds, effectivement, on est en compétition souvent, enfin régulièrement. Ok.
Va falloir que je vous aide à gérer votre frustration et la mienne avec. C'est mon rôle. C'est pas le meilleur côté de ce rôle-là. Donc, Julien qui avait levé la main, tu l'as baissé, tu es super sympa. Isabelle, tu as levé la main un peu tard, je peux plus, en fait. Donc, désolé. En tous les cas, merci beaucoup parce que quand on a préparé cette séance, j'avais annoncé à Violaine qu'on aurait, allé à tout casser en une demi-heure, 5 ou 6 questions. En fait, on en a eu 13 témoignages et questions. Donc, merci beaucoup. En fait, vous avez joué le jeu de la synthèse, c'est super. À ce moment-là de la partie, est-ce que, Violaine, tu peux afficher pour la deuxième fois, j'aimerais que chacun et chacune individuellement, vous repensiez à tout ce qui vient d'être échangé, ce qui ne devait pas être trop dur puisque ça vient d'être échangé à l'instant, voilà, et que, fort des éléments qui viennent d'être partagés et de l'évolution éventuelle de votre réflexion, que vous répondiez pour la deuxième fois à cette même question. Est-ce que vous pensez donc que l'opération Milliard doit réserver ses financements aux organisations non lucratives? Et comme tout à l'heure, si vous pensez non, pas du tout, il ne faut pas le réserver aux organisations non lucratives, alors vous êtes plutôt du côté du 0. Si c'est oui, tout à fait, vous êtes du côté du 10. Et si vous ne savez pas ou si vous ne savez plus, vous êtes à 5. Répondez pour vous-même. Et une fois que c'est fait, je vous invite à relire ce qui était en tension en termes d'argumentation il y a 1h30 à peu près. Et est-ce que ce sont D'abord, est-ce que votre point de vue a bougé sur l'échelle? Au gré de quel argument? Notez-vous-le pour vous-même. Et quand bien même il n'aurait pas bougé, est-ce que les éléments qui justifient votre positionnement maintenant sont les mêmes qu'il y a 1h30? On se donne 2 minutes pour ça. Vous pouvez vous les noter. Après, on va le partager pour ceux qui le souhaitent. Dire que ça fait 2 minutes. Je veux bien, Violaine, si tu peux départager l'écran, s'il te plaît, comme ça je vais avoir la mosaïque. Et donc, on va rentrer dans un temps de débrief. On va le faire en 2 temps. Le premier temps, j'aimerais, s'il y en a parmi vous qui ont évolué entre leur premier et leur deuxième positionnement sur l'échelle de 0 à 10, est-ce que vous pouvez lever la main? L'idée étant que vous puissiez nous dire comment vous avez bougé et surtout quels sont les arguments qui vous ont touché et qui ont justifié cette évolution, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et quand bien même ça n'est que de 1 sur l'échelle en 10, là, en 11 en fait. Est-ce que certains ont bougé et accepteraient de nous partager leur... lever la main, la main jaune là. Donc je vois Marion qui dit oui, Anne t'as dit oui, Jacques oui, Charles, allez c'est parti, Charles à toi. Peut-être Jean-Luc, des personnes qui ne sont pas exprimées avant, mais je suggère juste... Merci, tu as raison. Ingrid, à toi. Charles, je reviens après si j'ai le temps. Alors, moi, j'ai bougé très légèrement. J'étais à 7, je suis passée à 6. J'avais déjà en tête l'idée de la lucrativité limitée et tout ça, et le fait. Mais c'est vrai que l'importance quand même que les gens puissent investir. Enfin, moi, la situation que la transition écologique ne soit pas réservée à des gens qui sont dans des milieux confortables, c'est quand même aussi un point que j'ai trouvé super important. Euh, mais je pense que voilà, je pense qu'il faut aussi séparer le quand on finance des associations et quand on finance et comment on finance en fait la lucrative. Enfin, ouais, je suis pas sûre qu'on financera de la même façon en fait. C'est plutôt ça, c'est qu'il y a peut-être des choses, les associations à but non lucratif ne seront pas forcément financées de la même, n'auront pas forcément vocation à être financées de la même façon que les autres.
Et puis, ce qui a fini de me convaincre qu'on pouvait rentrer des associations, enfin non, des entreprises lucratives, c'est qu'il faut utiliser les monnaies locales. Parce qu'en effet, enfin, en tout cas, utiliser des critères qui peuvent déjà exister. Et l'argumentaire de Thomas sur les monnaies locales, je pense, ça aussi dit, voilà, si on utilise une partie des financements là-dessus, c'est vrai que ça encadre aussi par une charte, ce qui n'empêche pas de vérifier par ailleurs. Mais voilà. Merci Ingrid. Isabelle, à toi. Comment as-tu bougé au gré de quoi? Merci. Alors moi, j'étais 3 au début, je suis 1 maintenant. J'avoue que déjà le terme réservé, ça veut dire qu'il y aura de toute façon une partie des financements qui iront aux associations à but non lucratif. Et donc pour moi, j'ai été très sensible aux arguments de Léa notamment en disant qu'il faut une vision holistique et qu'il faut plutôt venir être là en support de l'impact et que si on se prive de toutes les organisations à but lucratif ou à lucrativité limitée, on va se priver vraiment d'un impact très important et donc on n'arrivera pas à faire ce levier de transformation. Super, merci beaucoup Isabelle. Anne, à toi. Moi, je suis passée de 3 à 1. Le 3, c'était parce que effectivement, c'était important au démarrage d'activité qu'on peut aussi répartir effectivement la richesse. Et je suis passée à 1. Il y a 3 arguments. Impacter le max d'écosystèmes, donc de structures possibles. Et puis, alors moi, dès qu'on dit le mot vivant, c'est bon, ça tilte. Donc, se connecter au vivant et voilà, la diversité comme un élément de robustesse et moins de performance. Ça a été vraiment les atouts majeurs de la discussion. Voilà. Merci Anne. Chantal, la prochaine fois, il faudra que tu glisses vivant quelque part dans ton argumentaire. Je plaisante. Pierre-Olivier, si tu peux ouvrir et ton micro et ta caméra, comme ça on te voit, c'est chouette. Et si tu peux pas, c'est pas grave. Pardon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, tu peux y aller. Bonjour. Ah bah, moi, j'ai bougé dans l'autre sens, c'est rigolo, je suis passé de 8 à 9. Merci déjà pour tout, c'était très intéressant. Il y a quand même un argument moi, qui est resté, c'est de dire que les entreprises à lucrativité limitée ou même lucratif tout court ont déjà accès à d'autres financements et de se dire le milliard peut être aussi une proposition pour les entreprises non lucratives ou associations, etc. Et de se dire c'est complémentaire à d'autres types de financement, mais voilà, moi c'est ça l'argument qui m'a le plus marqué dans. Ça marche. Merci. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Corinne, si tu peux aussi ouvrir ta caméra ou pas, tu fais comme tu veux. Je peux le faire. Oui, en fait, moi, j'ai bougé de non, on ne doit pas réserver uniquement aux structures non lucratives à oui, un peu quand même, parce que c'est dans l'objet d'Opération Milliard. Et donc, c'est ça qui m'a fait vraiment évoluer. C'est quoi l'objet d'Opération Milliard par rapport à un financement classique? Mais pour l'instant, je regardais le site, je ne trouve pas ce fait que vraiment on veuille aussi subventionner. Mais c'est ce que j'ai entendu. Merci Corinne. Aëlle. Quand je dis Aëlle, c'est Oui. Bonjour. Moi, je suis passée de 4 à 5 dans la mesure où le 5, c'est pas que je ne sais pas, c'est que je sais très bien. C'est que pour moi, il y a autant d'entreprises non lucratives que d'entreprises lucratives qui sont valables en fonction de justement de leur impact social et environnemental. Et moi, je me posais la question à savoir pourquoi limiter? Parce qu'à lucrativité limitée, dans la mesure où une entreprise qui fonctionne très bien, elle permettrait par la suite de, pourquoi pas, elle aussi, être un investisseur pour d'autres entreprises. Donc, limiter la lucrativité, pour moi, c'est un frein et ça bride aussi le mouvement que vous voulez mettre en place. Merci Aëlle. Voilà. Julie, à toi. Après Charles et on arrête. Il faut que tu ouvres ton micro, Julie. Je n'avais pas entendu. Bonjour. Alors peut-être, moi je suis passée donc de 9 à 8 parce que j'ai été sensible à l'argument de la diversité. Il n'empêche, je reste bien au-dessus de 5 parce que je suis sensible aussi à l'intention initiale de l'opération Milliard qui était autour de la non-lucrativité, autour de la transformation et de la démonstration d'un autre modèle économique. Et je pense que ça vaut le coup d'essayer de trouver cette ligne de crête-là. Ça marche, merci Julie. Alors, comme j'ai coupé la chic à Julien tout à l'heure, je ne vais pas le refaire 2 fois. Donc, Charles, je ne vais pas pouvoir te donner la parole, je suis désolé. Ok, Julien, à toi.
Du coup, ouais, moi, ça vient bien en rebond des deux dernières prises de parole. Moi, je suis passé de 3 à 1. C'est-à-dire que pour moi, la question de se réserver est derrière nous. Mais par contre, j'ai envie d'être beaucoup plus strict sur la limite, parce que ce que j'ai entendu, c'est ces questions sur le rapport à la propriété, à la rémunération du risque. Donc moi, j'ai envie de dire, OK, on réserve pas, par contre, on est strict à la limite et on va chercher les 90% d'entreprises capitalistes qui sont dans un capitalisme de subsistance, qui veulent pas s'enrichir, on les emmène dans des projets bons pour tous et toutes et le vivant. Merci Julien. Alors, les amis, en fait, avec Violaine, Chantal et Léa, on ne vous a pas tout dit. On vous a caché un truc. C'est qu'en fait, j'allais dire dans la salle, on a deux complices. Donc, ils sont Damien et Caroline. Et on leur a demandé à Damien et Caroline, et donc ça va être le deuxième temps de notre débrief, de déguiser leur écoute depuis tout à l'heure, spécifiquement sur les points qu'ils identifient comme des points sur lesquels Léa et Chantal sont d'accord. Et donc, est-ce que Damien et Caroline, vous pouvez apparaître, je ne sais pas où vous êtes dans la mosaïque, en quelle page, est-ce que vous pouvez, on a très très peu de temps, donc allez, si vous avez 1 minute 30 chacun, pour nous lister, et donc personne ne réagit, ni Léa ni Chantal, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils vous disent, c'est pas grave, ils ont le droit de le dire, c'est parti. Sur quoi vous avez identifié des points d'accord entre les deux? J'y vais, Damien? Vas-y, vas-y. Je sais pas où je suis dans la mosaïque, mais bonjour Ah, Jean-Luc. Caroline, c'est toi, salut. Ouais, je te Bah vois. oui. Voilà ce que moi j'entends. De manière générale, oui, les financements milliards peuvent s'adresser à des organisations non lucratives et lucratives. Le modèle associatif peut être marchand. On voit que la question n'est pas binaire. Ne pas se limiter au statut juridique associatif. Je livre un peu, je suis désolée, c'est un peu... Vas-y, vas-y. Et attention à la sémantique, derrière la lucrativité, il y a la notion de continuer à faire fonctionner l'organisation et c'est OK. Donc ça, c'est ce que j'ai noté de points d'accord. Mais il s'agit de s'assurer de l'objectif de l'entreprise ou de l'organisation, d'un service d'intérêt général, de la valeur des dirigeants, comme par exemple la bien-être au travail, le rapport au vivant, etc. Que ça pose la question de la gouvernance des organisations qui seront financées. Que oui, il y a des dérives dans les organisations lucratives et donc il s'agit de régler, par exemple, le sujet des plus-values de cession, de mettre des critères de contrôle du poids des investisseurs sur la vision et la stratégie, de bien déterminer les critères qui limitent l'enrichissement personnel. Et dernier point d'accord que j'ai noté, c'est annexe, c'est la nature des dépenses quelle sera la nature des dépenses financées et notamment faut-il penser au financement des frais de structure, par exemple. Ok, merci Caroline. Est-ce que, Damien, tu as noté d'autres points complémentaires? Absolument pas. Exactement les mêmes. Vous êtes trop fort. Merci beaucoup à vous deux. Mais alors, du coup, Léa et Chantal, là, Chantal et Léa, si vous êtes d'accord avec tout ou partie, mais quand même, ça fait une dizaine ou une douzaine de points là que je viens de noter, sur quoi est-ce que vous vous sentez profondément en désaccord? Il porte tout le désaccord entre vous de votre point de vue? Qui commence? Léa, tu veux y aller? Je ne sais pas si on peut dire qu'on est en profond désaccord, parce que finalement, il y a de la nuance des deux côtés. On voit bien que les positions sont nuancées et il y a une espèce de terrain commun, en fait, qui se dessine là dans tout ce qu'on s'est dit. Donc, j'ai l'impression que le point où on vit des situations différentes, c'est sur la situation du dirigeant fondateur, en fait. Où là, clairement, on n'est pas du tout positionné pareil. D'un côté, quelqu'un qui met pas de sous, mais qui se paye tout de suite, même si, pour ma part, j'ai démarré, j'ai dû être payée au SMIC pendant 5 ans quand même, et que quand j'ai fait la moyenne de mes 23 ans de Montmartre, honnêtement, dans le privé, j'aurais fait mieux de rester dans le privé, j'aurais fait x4. Hein. Donc, tout ça est discutable, bien évidemment. J'ai l'impression que ça joue là-dessus. Et puis peut-être la gouvernance, on ne l'a pas beaucoup travaillé. Moi, clairement, je trouve la gouvernance associative assez pesante. Elle n'est pas du tout évidente à faire vivre. On recherche des présidents. Alors moi, j'étais présidente, j'étais DG. Enfin, il y a un vrai sujet sur le statut dans les associations des fondateurs, présidents, dirigeants. Voilà, enfin, j'ai l'impression qu'il y aurait des points à recreuser de ce côté-là.
Mais de là à parler de désaccord, j'avoue que je ne peux pas réellement le dire. Voici un tout petit peu le trait. Merci Chantal. Léa, sur quoi est-ce que toi, tu te sens en désaccord, pas forcément profondément avec Chantal? Ouais, je ne sais pas si c'est avec Chantal, mais peut-être un sujet qui a été abordé là à la fin dans le chat et qu'on a peu abordé, c'est la question des plus-values de cession. Moi, aujourd'hui, le problème que je vois dans le système capitaliste d'achat-revente, c'est pas tant l'enrichissement personnel d'une personne, parce que si la personne, elle a fait du bien et qu'à un moment, elle s'est enrichie, bon, bah voilà. Par contre, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a de la revente des structures, ce qui n'est pas le cas dans les associations, il y a une déperdition de l'impact. Et ça, dans 90% des cas. Et donc, en fait, aujourd'hui, moi, ce qui me pose problème quand on met de l'argent dans des structures, parfois à but lucratif, d'ailleurs, qu'elles reversent des dividendes ou pas, enfin, ça a été dit dans le chat, en réalité, tu peux avoir des structures qui sont SAS et qui n'ont jamais reversé rien du tout à aucun de leurs actionnaires. Néanmoins, quand elles sont revendues, et ben, il y a un problème fondamental sur le maintien de la mission. Et or, ça n'arrive pas dans des associations où, comme il n'y a aucun moment, il y a de la revente, il y a des problèmes parfois dans la transmission et dans la succession des dirigeants. Et ça, c'est un autre sujet qui pose aussi un vrai défi pour le monde associatif, c'est qu'est-ce qui se passe dans la succession, parce qu'il y a quelqu'un qui porte des valeurs qui s'en va. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est vraiment les garde-fous de la mission et de l'impact qui doivent être au cœur vraiment de la réflexion, au-delà de l'enrichissement personnel ou pas. Voilà. Et que ça ne devrait pas être un sacrifice. Moi, je trouve que c'est problématique aujourd'hui, même si ça l'est et que je fais ce sacrifice, que ce soit un sacrifice de faire du bien et de construire une société durable et inclusive, et qu'on n'est pas forcément obligé d'abonder là-dedans. Super, merci beaucoup Léa. Les amis, avant de repasser la parole à Violaine pour conclure et vous mettre en perspective les prochaines étapes, j'ai envie de souligner quelques points liés directement aux controverses. Quand on fait ça à l'Institut, on veut réhabiliter entre autres le droit de ne pas savoir. Tous les sujets qu'on traite, ils sont complexes. Ils sont tous entremêlés, interconnectés, ils font système, donc ça monte en complexité, on n'est pas omniscient. Et dans cette société où il y a une injonction toujours à prendre parti, toujours à dire quelque chose, et à t'es pour, t'es contre, t'es droite, t'es gauche, etc., réhabiliter le droit de dire « je ne sais pas ». Eh bien voilà, pour nous, ça nous semble important. Deuxième point que j'ai envie de souligner, réhabiliter aussi le droit de changer d'avis. Si je ne sais pas, et quand bien même j'aurais une opinion ou une intuition, si je prends le temps d'écouter l'autre, d'aller explorer des points de vue différents, il n'est pas impossible que j'apprenne des trucs qui sont potentiellement de nature à me déstabiliser, ou en tous les cas à déstabiliser l'opinion que je pouvais avoir au départ. Eh bien, changer d'avis et le dire dans une société où changer d'avis, c'est être une girouette, retourner sa veste ou être un traître à sa race, pardon, ça porte une petite révolution et nous, on est sensible à ça. Troisième truc, si on fait cet exercice tel que je le fais là, en manière, c'est très frustrant et très condensé, c'est aussi pour ramener chacun à percevoir et peut-être faire tomber ses représentations. Quand on a un pro-nucléaire et un anti-nucléaire, on est persuadé qu'ils sont d'accord sur rien et que le pro-nucléaire, le pro-chasse ou le pro-tauromachie, c'est un mec, il est comme ça. Et quand on l'écoute, on se rend compte que non, il n'est pas que comme ça. Et donc, faire tomber ces représentations me semble majeur. Ça nous permet d'identifier les points sur lesquels on est d'accord. Et bien souvent, la liste, elle est longue. Pas pour se faire croire qu'on est d'accord sur tout, mais pour avancer et mieux identifier les points sur lesquels, effectivement, on n'est pas d'accord. Et souvent, c'est là qu'on peut commencer à débattre et à construire ensemble. Quatrième point, identifier ces controverses et ces tensions intérieures. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Si on ne le fait pas, on sait le glissement, c'est-à-dire que mes propres tensions internes, si je ne les identifie pas, je vais les projeter sur celui qui me porte des arguments qui me parlent, mais avec lesquels je suis en tension. Et on sait ce que ça signifie quand il y a un glissement de la tension interne à la tension externe, et on glisse de la projection et du désaccord sur des arguments à des attaques sur la personne. Je ne vous fais pas de dessin. Et si en 1h30, avec Léa et Chantal, on vous a donné envie de creuser un peu plus la question d'ici l'Assemblée générale, ce sera objectif atteint. J'ai fini. Violaine, c'est à toi. Et ben merci, et puis merci Jean-Luc pour la maîtrise parfaite du temps, puisqu'il est 14h00, c'est impressionnant. Et merci à toutes pour votre présence. Alors juste en 1 minute, 2 points sur la suite. Donc on a ces 58 auditions dont je vous ai parlé. Le compte-rendu détaillé de ce qui s'est dit aujourd'hui sera transmis au conseil d'administration qui se réunit ce vendredi. Le conseil scientifique, dont j'ai vu certains membres, Pierre, Nina, Antonella, est en train de, aussi rédiger un avis qui sera aussi soumis au conseil d'administration vendredi. Et donc, sur cette question de la lucrativité
sécurité et on y ajoute la gouvernance. On n'a pas pu discuter les deux aujourd'hui, mais bien sûr qu'on pense les deux dans leur ensemble. Gouvernance des projets financés, avec les questions d'écart de salaire, etc. Ces deux questions seront donc soumises au conseil d'administration ce vendredi, qui décidera de la suite et on vous tiendra informé des prochaines étapes la semaine prochaine, un email à toutes les personnes qui étaient inscrites à cette controverse. Et le récit dans son ensemble sera finalisé fin février, puisqu'il y a d'autres controverses qui seront traitées dans les différentes instances de gouvernance du mouvement au courant du mois de janvier, de type quelles sont les lignes rouges sur la provenance de l'argent de l'opération milliard. Voilà, et tout cela constituera notre récit qui sera donc finalisé fin janvier. Donc, merci beaucoup. Les prochaines étapes et le replay, je vous l'envoie la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous et merci d'avoir passé cette pause déjeuner avec nous. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Merci à Merci. tous. Au revoir, Merci, merci. au revoir. Merci, au revoir. Merci, au À revoir. tous, à bientôt.